en introduction, je vais parler quand même de la crise, de ce qui se passe. Parce que, si vous voulez, quand on est emporté par une rupture historique aussi gigantesque, nous, on l'a tous vécu au niveau individuel. Là, on parle des masques, les lunettes, nos parents, la rentrée des classes, etc. Bon, c'est normal, on vit un événement historique dans sa contingence. Et puis, petit à petit, on va construire un récit de cet événement historique, c'est-à-dire la grande pandémie du début du XXIe siècle. On va la comparer à la crise de 29. On va se dire qu'on a été 5 milliards à être confinés dans l'histoire de l'humanité. Jamais on a coopéré de cette manière-là. 1 milliard d'enfants quittaient leurs écoles. Je veux dire, c'est énorme et on va mettre du temps à voir ce que ça fait sur nos modes de vie. Et en plus, je pense qu'on est tous profondément traumatisés. Je pense qu'à titre individuel, on va avoir du mal à redémarrer. On le voit bien à plein d'endroits, parce qu'en plus, la pandémie n'est pas terminée. En gros, disons les choses, tant qu'il n'y aura pas un vaccin, on ne sait pas très bien comment on va s'en sortir. Mais on va du coup faire autre chose. On va aller plus lentement, on va peut-être quitter les villes, on va massivement divorcer, des dizaines de milliers de bébés vont naître, on va quitter son patron, on va être viré de sa boîte parce qu'elle ferme, donc il va se passer des tas de mouvements. Bon, il y aura peut-être 1 million de chômeurs de plus, peut-être 500 000 démissions, 1 million de divorces, j'en sais rien. On est dans cet ordre. À Wuhan, il y a 12% des couples qui ont explosé après la pandémie en Chine. Alors, je dis pas qu'on a le même taux d'explosion, mais c'est pour dire, les glissements, ils sont partout. Ils sont dans les couples, dans les vies privées, dans les convictions, dans les familles. Il y a des familles qui se sont rapprochées, il y a des familles qui se sont écartées, il y a des voisins qui se supportent plus, il y en a d'autres qui ont découvert la solidarité. Donc, on est dans un bouillonnement. Alors, il faut pas non plus, il va nous faire chauffer pendant un certain temps. Les choses ne sont pas acquises. Bien sûr qu'il y a des tas de gens qui déménagent, qui se renseignent pour louer des maisons à la campagne, etc., pour habiter leur résidence secondaire. Mais peut-être que certains vont rester, d'autres non, d'autres n'ont pas encore pris la décision. Vous voyez, c'est des phénomènes. Là, on est dans le temps immédiat. Il faut voir ce qui va se passer dans le temps court. Donc, soyons très prudents. Gardons l'idée que la société est en train de glisser, qu'elle est en train de bouger, et que, y compris les acteurs ont une responsabilité, parce que selon ce qu'on propose à tel ou tel endroit, on va pouvoir mieux aider les gens, plus acquérir des forces, fixer des gens compétents qui peuvent manquer, etc. Ou à l'inverse, on va au contraire ne pas du tout avoir ces effets induits. Donc c'est ça le cadre. Après, je pense que si vous voulez, on va construire une génération. Il faut pas oublier, moi je suis de la génération 68. Toute ma vie, on m'a dit que j'avais le bac de 68. Toute ma vie, encore maintenant, avec un sourire. Donc, les jeunes qui ont eu le bac 2020, voilà, ça va les marquer à vie. C'est pas un bac comme les autres. Il va falloir qu'ils fassent la preuve que c'était un vrai examen. Et alors, c'est vrai pour les jeunes, mais donc c'est vrai, si vous voulez, pour toute une nouvelle période où, au fond, le monde est marqué par des phénomènes tout à fait nouveaux. D'abord qu'un petit virus issu d'un marché, un rapport plus ou moins obscur entre un Chinois, un pangolin, une chauve-souris, a pu complètement déstructurer la plus belle civilisation scientifique et technique de l'histoire de l'humanité. Et si vous voulez, cette civilisation a des aspects évidemment négatifs, on le sait tous, mais en même temps, elle est magique. On avait cru qu'on était protégé par la science et la médecine. Et on avait cru qu'on était protégé. On avait souvent le sentiment qu'on était mal protégé par les politiques, mais en gros, on allait chez son médecin, on était soigné. On allait à l'hôpital, on était soigné. Et puis là, d'un coup, on vous dit non, attends, on peut rien faire. Tu mets un masque, tu leur fais pas de bisous, tu dis pas bonjour, tu prends pas une maîtresse ou un amant. On dit, et c'est tout ce qu'on a à dire. En gros, à un moment de la peste, on n'avait pas plus à dire aux gens. Il y a 500 ans, il y a au 19e siècle, le grand choléra, etc. Donc, on se retrouve totalement démunis. C'est terrible dans le psychologique, puisqu'on était sûr d'être maître et possesseur de la nature. Et donc, Descartes a tort. Descartes a perdu dans cette pandémie, si vous voulez. Définitivement, l'homme n'est pas maître et possesseur de la nature. Et donc, on va continuer à se battre pour les innovations scientifiques, technologiques, etc. Mais on sait qu'on n'est pas maître et possesseur de la nature. Et ça va changer énormément de choses, évidemment, dans nos comportements, dans nos rapports aux animaux, à la nature, etc. Et puis, la deuxième chose, c'est que, au fond, après la guerre de 40, si vous voulez, il y a des grandes ruptures historiques comme ça. Après la guerre de 40, on est rentré dans la civilisation où, pour aller se voir les uns les autres, on prenait nos voitures ou nos avions. C'est-à-dire qu'on est passé à une civilisation du pétrole, mais surtout à une civilisation de la voiture. Et donc, en gros, on s'est mis, vous voyez, en France, on fait en moyenne 60 km par jour. Donc, on vit dans un territoire relativement large, qui ont ces 5 km. Les sociétés jusqu'aux années 60 vivaient dans un territoire de 5 km. C'était la durée à pied, quoi. Le paysan, voilà. Le village, quoi. Un village, c'est, voilà, 5 km, c'est à peu près le territoire d'un village, c'est un quartier ouvrier. Les ouvriers habitaient derrière les ports s'ils travaillaient au port, à côté des usines, à Billancourt de l'autre côté de la Seine, etc. Nous, on a écarté tout ça, on a diffusé dans un territoire, et parce que le lien premier entre les hommes, ça a été le transport.
et notamment la voiture et l'avion. Et là, on est dans une autre civilisation. Le lien premier entre les hommes, c'est le numérique. Et ça veut dire que chaque fois, on va se dire, est-ce qu'on se déplace ou est-ce qu'on se fait un zoom? Et ça, c'est rentré dans les mœurs. Mais ça va être aussi bien dans les familles, avec papy, mamie, les grands-parents. Moi, j'ai eu mes petits-enfants pour la rentrée des classes. J'en ai un peu partout sur le monde. J'en ai beaucoup. Ben, voilà, on se fait des zooms. Ils me racontent leurs histoires de classe et tout. Bon, voyez. Donc, c'est pas que dans bien sûr, le télétravail, mais c'est aussi dans la sphère de l'intime. C'est aussi, évidemment, dans la culture, avec une explosion des séries. Regardez ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce que font les gens? Ils lisent énormément de livres. Augmentation du marché du livre, 13%, c'est considérable. Ils regardent des séries. Ben oui, ils peuvent pas aller au cinéma, ils vont pas au théâtre, ils ont peur dans les lieux publics. Par contre, il y a des nouveaux biens culturels qui sont en train d'occuper l'espace, etc. Et partout, ça va être comme ça. Donc, il faut être très attentif à ça. Donc, c'est ça, c'est la première grande idée de tous ces champs. La deuxième idée, pour aller vite, c'est que dans ce qui s'est passé, au fond, l'humanité a coopéré comme elle n'avait jamais coopéré. Jamais. Tous les pays du monde se sont battus ensemble, avec quelques mensonges, mais enfin, en gros, ensemble, contre un virus. Et on avait, au début, des hypothèses de 100 millions de morts, si on comparait aux autres pandémies précédentes, la grippe espagnole, etc. Et on va tourner autour d'1 million. C'est beaucoup 1 million, attendez, je minore pas du tout. Et en plus, on va me dire, et surtout les personnes âgées qui avaient une espérance de vie assez courte. En termes économiques, évidemment, ça coûte moins cher qu'un vieux meurt qu'un jeune. Mais au-delà de ça, d'un point de vue sentimental, évidemment, ce que Jean remarque n'a aucun sens. Mais quand même, on a sauvé à peu près 100 millions de personnes. Et donc, l'humanité s'est mobilisée pour sauver 100 millions de personnes. 100 millions de personnes, c'est les morts de la guerre 39-40. Hitler, 50 millions. Le communisme à l'Est, enfin, Staline, 50 millions. C'est 2 fois la guerre de 14-18. On a sauvé 100 millions de personnes. Et je crois que si vous voulez, il faut le raconter comme ça. Parce que ce qu'on vit, c'est pas une génération passive. Ah ouais, moi j'étais là au moment du virus. Non, j'étais là dans le combat pour vivre. Et évidemment, ça donne un sens à l'action et ça donne un sens au récit, ça donne un sens à ce qu'on va faire derrière. C'est pas un phénomène passif. On n'est pas assis à regarder passer un virus. On s'est battu, on s'est enfermé, on s'est engueulé, on a mis des masques, on a trouvé ça insupportable. À un moment, on a fait des conneries, etc., etc. Et les chercheurs travaillent. On a mis dizaines de milliards dans la recherche. Il y a des centaines de laboratoires qui cherchent des solutions technologiques. Donc, si vous voulez, dans l'histoire de l'humanité, on a sauvé autant de vies qu'en avait tué le communisme le stalinisme exactement, et Hitler. C'est ça qui va dans la tête. C'est cette échelle-là. Et donc, si vous voulez, il faut en être fier. Il faut le dire comme ça, parce que sinon, les jeunes, on va pas leur dire, mais vous avez vécu une expérience extraordinaire. Et ça, je crois que c'est un élément important du futur, comment on va construire le récit de cette période. Alors voilà. Bon, ça, c'est des éléments essentiels, et on l'a construit parce que, donc, on a coopéré comme jamais, en se mettant, on va dire, à 5 milliards enfermés chez nous, ce que je disais tout à l'heure, mais aussi en se passant des masques, alors en même temps, on a bien vu qu'il y avait des frontières. C'est-à-dire, on a bien vu que si tu fabriques des masques, d'abord tu les prends pour toi et après tu les vends aux autres. Si tu as un médicament, d'abord tu te soignes, après tu passes au reste. Donc, on s'est rendu compte que dans l'unité de l'humanité, ce que le marché avait prétendu qu'il n'y avait plus de frontières économiques, ben, c'est pas vrai. Les frontières font sens quand il y a besoin d'urgence. Et donc, la protection, c'est à la fois de coopérer et de mettre des frontières. Ce qu'on a fait en s'enfermant chez nous, ce qu'on a fait en applaudissant les médecins sur les balcons, on a coopéré, soutenu ceux qui coopéraient, soutenu ceux qui s'engageaient, et en même temps, on s'est enfermé. Et donc, à nouveau, la question de la frontière revient, alors qu'on avait tendance à dire, non, mais l'Europe, il n'y a plus de frontières, le monde, non, mais les frontières, non, les frontières, ça ne veut pas dire qu'on les franchit plus, mais ça veut dire que coopération et frontières vont être les deux thèmes partout des actions dans les années qui viennent, localement, nationalement, internationalement. En permanence, il va falloir proposer de la coopération et de la frontière, de la limite, de l'appartenance, et ça, je crois que ça va descendre à tous les niveaux. Après, une rupture comme ça, si vous voulez, c'est un accélérateur de tendance. C'est-à-dire qu'en fait, des choses qui étaient déjà là, par exemple, le fait que les populations rurales augmentaient plus vite que les populations des villes, c'est déjà là depuis 20 ou 30 ans. Paris a perdu 59 000 habitants les 10 dernières années. Tout ça, c'est déjà là. Ça va être accentué. C'est ça les phénomènes, si vous voulez, c'est que les grandes ruptures, ça accentue des choses qui sont déjà là, ça accentue des radicalités. Regardez les manifestations après l'assassinat de George Floyd aux États-Unis, dans le monde entier. Regardez comment les mouvements féministes vont sans doute se durcir. Alors, il y avait déjà MeToo. Regardez comment les pensées écologiques, il y avait déjà Greta Thunberg, mais ça va s'accélérer et ça va être radical. C'est-à-dire que chacun va avoir le sentiment qu'il a raison sur tout, etc. Et là, on est aussi dans une période, si vous voulez, je pense, de transformation, de tension, où on va avoir un énorme travail à faire pour imposer des règles de tolérance, pour rappeler en permanence que chacun, dans ce que dit mon adversaire, il y a une partie de vérité. Cette idée de Camus, mais si vous voulez, de dire, attendez, je ne suis d'accord sur rien avec vous, mais dans ce que vous dites,
il y a une partie de choses de vérité. Vous voyez, moi, ça fait longtemps que j'écris sur l'extrême droite. Ma réflexion sur les frontières et l'identité, au départ, c'est quand je m'engueulais avec des pieds noirs de Toulon, quand j'ai administré le théâtre de Château-Vallon, et que les mecs, ils me disaient, mais attendez, ils nous ont fait partir, pourquoi ils viennent chez nous? Et donc, alors, ces questions, on peut très bien les dire, non, mais ça me regarde pas, ça. Non, oui, d'accord, mais enfin, je les écoutais, moi, je les écoutais. Donc, cette question de la frontière, il y a des gens qui en avaient parlé. La question, évidemment, du virus, il n'y a pas du virus, mais du rapport à la nature, évidemment, les mouvements écologistes l'avaient parlé. Mais aujourd'hui, ça leur échappe, c'est-à-dire comme la frontière échappe à l'extrême droite. Et effectivement, la question du fait que l'homme n'est pas maître et possesseur de la nature, la fin de la pensée de Descartes, ça, c'est un phénomène qui transcende les grands courants politiques. Donc, si vous voulez, c'est tout ça qu'on va avoir à gérer. C'est pour ça que je vous dis, ce qu'on faisait va changer. Ne cherchons pas simplement à compter le nombre de gens qui déménagent. Comprenons que les attentes des gens peuvent être différentes, le rapport au travail peut être différent, le désir de gagner de l'argent, le désir de consommer, par exemple, on s'est rendu compte qu'on pouvait vivre sans consommer et qu'on pouvait vivre très bien. Et on s'est rendu compte, alors évidemment, pour ne pas consommer, il faut avoir les moyens de consommer. Celui qui n'a pas les moyens de consommer, bon, c'est pas la même chose parce que c'est une non-consommation pas choisie, donc les plus exclus ont été encore plus pauvres. Chez nous, mais encore évidemment dans les sociétés du Sud. Donc ça augmente aussi les écarts, mais pas seulement, ça modifie aussi les rapports. Et puis une chose aussi qui me semble importante, c'est que on a relu complètement la société. Avant, on avait l'idée qu'il y avait primaire, secondaire, tertiaire, urbain, ruraux, etc. Là, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait 3 groupes sociaux dans les sociétés modernes. Il y a les gens qui produisent des choses ou des signes culturels, des producteurs. Ben, ceux-là, ils ont été au chômage technique. Il y a les gens, effectivement, du care, du soin, du commerce, de la proximité. Mais dedans, il y a aussi le chauffeur polonais qui, la nuit, roule pour amener les trucs dans les épiceries ou dans les hôpitaux, etc. Ce monde-là, il est mal payé. Il est indispensable et lui, il a un gros problème de proximité parce que généralement, comme ils sont pauvres, ils habitent très loin de leur lieu de travail, donc non seulement ils ont des métiers mal payés, mais en plus ils ont un énorme déplacement contraint. Et puis il y a un troisième groupe, c'est ceux du télétravail. C'était à Paris, c'était un habitant sur 3. Donc, si vous voulez, ça a été des millions de gens, évidemment, à peu près 30% des actifs, qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient travailler en partie n'importe où et qui se sont rendus compte, et surtout culturellement, on a accepté l'idée d'avoir un salarié qu'on ne voit pas. C'est un phénomène qu'on n'acceptait pas. Donc, si vous voulez, les patrons, on le voit bien, commencent à accepter, il va y avoir des discussions, etc. Ben, écoute, tu viens, moi, je vois bien dans ma boîte d'édition, il y en a plusieurs maintenant, ils vont venir qu'un jour par semaine. Bon. Et y compris pour des raisons sanitaires, mais aussi parce qu'ils sont aménagés autrement, etc. Et donc, ça c'est important. C'est-à-dire que culturellement, le salarié, on n'a pas besoin de le voir pour savoir qu'il travaille. Alors qu'avant, on était en France dans une société extrêmement présentielle, et en gros, si je vois pas mon assistante, comment je sais qu'elle travaille? Et cette idée que le travail, au fond, c'est la présence. Et ça, c'est une idée qui est très très forte dans la société française. C'est pas vrai partout. Regardez en Angleterre, par exemple, à la City, personne n'est rentré toujours. À la City, les mecs, ils font business par Internet. De toute façon, ils sont sur Internet toute la journée à manipuler du pognon. Ils peuvent le faire de chez eux. Et le seul critère, c'est qu'ils ont gagné du fric à la fin de la journée. Donc, bon, c'est pas forcément mon modèle, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des métiers où le présentiel n'était déjà plus là. Donc, ça aussi, ça joue énormément avec le fait que le rapport entre les générations a profondément changé. On a dit que les gens de plus de 70 ans, c'était les vieux. Et on a dit que les jeunes, effectivement, risquaient de leur transmettre le virus. Et on a dit aussi que les retraités n'ont pas perdu de pouvoir d'achat. Parce que ce sont les seuls qui n'ont pas du tout perdu de pouvoir d'achat. Parce qu'on n'a pas touché aux retraites. Et donc, si vous voulez, il y a plus de chômeurs, il y a blocage des salaires dans infiniment d'entreprises. Alors, il y a des endroits où le pouvoir d'achat a augmenté, heureusement, comme dans les hôpitaux. J'espère qu'on va faire pareil dans les écoles. Mais ça aussi, les conflits entre générations sont potentiellement là, comme ils étaient avant 68. 68, c'était largement un conflit de génération. Tellement les vieux étaient ringards, les pères étaient autoritaires, etc., etc. C'était aussi l'apparition de la pilule, tout ça, tous ces phénomènes des mœurs et tout, mais pas seulement. C'était une idée de la hiérarchie. Et là, on a un énorme problème de coopération entre les générations, y compris du fait que les anciens gagnent plus dans notre société que les actifs. Chaque fois on dit ça, ça les rend furieux, mais c'est quand même vrai. La majorité des anciens ont un revenu supérieur aux jeunes actifs et en plus, ils sont propriétaires. Alors évidemment, il y a des anciens pauvres, notamment dans le monde rural, mais n'oublions pas qu'on est une société où il est clair que la répartition des revenus n'a pas été opportune, n'a pas été équilibrée avant cette pandémie et elle va pas l'être encore après, puisque là, les jeunes vont arriver sur le marché du travail et vont se cogner le nez contre le mur. Et donc voilà, ça c'est tous les éléments, si vous voulez, qui vont transformer. Alors, pour synthétiser ça, retenez une image. On cherchait depuis 45 à faire un monde moderne. On vouait un culte à la modernité. Si j'étais élu local, il me fallait un rond-point entre chaque mandat. On a fait 62 600 ronds-points dans ce pays. Les Allemands en ont fait 5 000, 10 000, les Américains 5 000. C'est pour dire, pour l'élu local, la modernité, c'est le rond-point.
Et pour le patron, la modernité, c'était un bâtiment industriel, rectangulaire, blanc, un supermarché qu'on voyait de loin, des bâtiments sans charme esthétique, mais qui symbolisaient la modernité. Ou des immeubles, même dans certaines petites communes, des immeubles quasiment, si une mère pouvait avoir un petit HLM, il était content. Et donc, si vous voulez ça, je crois que c'est terminé. Je pense qu'on va être dans une époque où, je dirais, on va chercher l'esprit des lieux, on va chercher les identités transmises, on va chercher la culture patrimoniale, mais associée à une culture scientifique et technologique extrêmement puissante. Le problème, c'est pas de revenir au cheval et au pigeon. Le problème, c'est comment j'ai du haut débit dans une maison qui a du caractère. Et ce qui fait que des territoires qui se sont très bien développés, vous voyez, l'autre jour, j'étais près du Puy du Fou, là-bas, mais en Vendée, il y a une économie extrêmement puissante. Parce que ce sont les agriculteurs qui étaient trop nombreux, qui n'ont pas voulu quitter la Vendée, qui sont devenus des industriels. C'est eux qui ont créé des entreprises. Et c'est les agriculteurs qui ont créé le tissu économique, aidés par un certain nombre d'acteurs, et qui, du coup, ont construit des bâtiments ultramodernes dans leurs champs. Et du coup, vous avez ce maillage d'entreprises ultramodernes. Et je leur disais, peut-être que vous allez être foutus là. Peut-être que ce territoire que vous avez symbolisé par des bâtiments très modernes, il va faire nul, quoi. On n'a plus envie. Peut-être qu'on va être beaucoup plus attiré par la Drôme ou par d'autres territoires plus traditionnels, ou peut-être par le Massif central dans certaines zones, pensons à l'Aubrac, où effectivement l'esprit des lieux est extrêmement présent. Alors évidemment, chaque fois que vous êtes présent, ça attire des gens. Quand ça attire des gens, ça le transforme, etc. Le monde change. Mais vous voyez, ce qui a été moderne peut devenir ringard. Et ça aussi, c'est important de le voir dans chaque lieu, dans chaque territoire. Et moi, je dis, démolissez vos ronds-points, refaites des vraies routes, pensez qu'une route, ça sinue, pensez qu'on n'est pas... Vous savez, les Français, on a comme la route, c'est un énorme budget de financement et qu'en plus souvent, c'est très lié aux collectivités locales et aux élus et au financement des partis. On a fait partout des routes droites et après, on met des ralentisseurs parce que sinon, on va trop vite. Alors que les Anglais, ils ont toujours des routes qui sinuent. Vous allez circuler, il y a même encore en Angleterre des routes où on ne peut pas se croiser. Moi, si vous allez notamment en Écosse, etc., du coup, ils ont moins d'accidents que nous. Et aujourd'hui, nous, on a accéléré les systèmes et après, on met des ralentisseurs partout. Je veux dire, c'est un modèle totalement absurde. On élargit la route, on la redresse et ensuite, il y a des accidents, alors on met un ralentisseur. Résultat, qu'est-ce qu'on a gagné? Rien. Sauf qu'on a mis de l'argent, on a fait tourner de l'argent, on appelle ça création de richesse. Ça, c'est la toile de fond. Après, pour venir à notre sujet directement, en France, dans tous les pays du monde, la révolution numérique, moi je dirais qu'elle a commencé en 2007. 2007, c'est l'année de l'invention de Twitter. C'est l'année où on a transformé Facebook. Avant, il y avait un peu des ordinateurs, mais on va prendre cette date comme l'année où on est rentré dans une civilisation numérique. Depuis, il se passe qu'il y a 200 métropoles sur la planète qui captent la création de richesse et qui la créent plus vite que les autres. Pourquoi? Parce que quand il y a eu la toile partout, on s'est dit, c'est génial. On a tous la toile. D'abord, il fallait arriver le haut débit. Bon, moi, je sais qu'il est arrivé il y a 15 jours, ça m'a changé la vie. Mais on a pu faire ça. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec Actes Sud, c'est le premier livre que a lancé la maison d'édition Actes Sud, certainement, c'est moi qui l'avais écrit. Mais à l'époque, on n'avait pas de fax, on n'avait pas Internet. Les greffes de la poste nous bloquaient tout le temps. Les manuscrits, il fallait qu'ils arrivent par la poste, à les chercher, etc. Aujourd'hui, vous faites ça par Internet à toute vitesse. Vous envoyez un communiqué de presse, il y a 200 journalistes qui l'ont dans la seconde, etc. Ou des études qui l'ont reçu, etc. C'est incroyable comme les liens ont changé. Bon. Et là, si vous voulez, ça, là où il y a ce type de lien, mais en plus la densité humaine, ça a créé une explosion d'innovation et de richesse. C'est ça qui s'est passé dans le phénomène des métropoles. C'est-à-dire que si vous voulez, les métropoles qui créent aujourd'hui 61% de la richesse sont des mines du monde moderne, comme étaient les mines de charbon ou de fer. Ces métropoles accélèrent. Pourquoi? Parce que vous avez rendez-vous, vous trouvez un contact sur Internet, vous vous voyez 1 heure après. On boit un café, on déjeune, et 1 heure après, clac, clac. Et en plus, il y a une articulation entre les universités, les grandes écoles, l'art, les artistes, la création, la musique, les startups, le capital. Donc, une vitesse de création d'entreprise. Vous avez des banques spécialisées. Vous avez un projet, vous avez un banquier qui s'y connaît dans ce secteur-là et qui va tout de suite voir si votre projet, il est prêt à le financer. Alors que vous allez chez des banques, multirisme, le Crédit Agricole. Moi, je veux dire, ils ne sont pas spécialisés dans tous les domaines, donc ils n'ont pas la même vitalité de réaction, etc. Donc, du coup, les métropoles créent de plus en plus de richesses. Le problème qu'on avait, c'est que les gens n'ont pas envie d'y habiter. C'est-à-dire, la métropole, c'est un art de produire extraordinaire. Mais au fond, l'art de vivre dont rêvent les gens, c'est des maisons avec jardin, c'est des bourgs et c'est des petites villes. Et donc, on est dans cette déconnexion depuis 20 ou 30 ans. Alors, il ne faut pas se leurrer. 70% des Français ont un jardin. Ne nous racontons pas d'histoire, on ne vit pas dans un monde de tours, on va toujours vous mettre les quartiers les plus pourris du nord de Marseille, ou certains quartiers de Bondy, etc. Mais l'essentiel des gens vivent dans des maisons avec jardin. Il y a en France 16 millions de maisons avec jardin et 12 millions d'appartements. Et en plus, il y a 3 ou 4 millions de résidences secondaires. Donc, dans les 12 millions d'appartements, il y en a à peu près
le 20 pour 30% qui ont une résidence secondaire, y compris les immigrés du Maghreb, qui ont souvent une maison en Afrique où ils retournent tous les 2-3 ans, où ils iront prendre leur retraite. Il y a 1 ou 2 millions de Français d'origine étrangère qui sont retournés prendre leur retraite alors qu'ils sont Français en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou au Portugal, voire en Espagne. Donc il faut voir ces mobilités, comment elles se construisent et comment ça circule. Mais l'idée, c'est que la métropole, la densité de la rencontre est une source de création de richesse dans une société numérique. Mais la question, c'est qu'on n'a pas forcément envie d'y habiter, ou alors il faut être dans des groupes sociaux extrêmement élevés. Et donc la question qui nous est posée, c'est que les gens, ils se diffusent autour des villes. On fait en moyenne maintenant 70 km par jour et par Français. Et cette diffusion dans le territoire, elle est de différentes natures. Je dirais, il y a le mouvement Gilets jaunes, pour aller vite. Les Gilets jaunes, c'est quoi? Les Gilets jaunes, ce sont essentiellement des travailleurs du Caire urbain, qui effectivement souvent, soit sont des ruraux qui ont décidé d'aller travailler en ville sans déménager, soit ce sont des gens qui étaient dans les HLM, qui ont quitté les HLM, souvent parce qu'ils voulaient pas du métissage social et culturel, ne nous cachons pas, c'est pas que des bonnes raisons, mais aussi parce qu'ils voulaient être propriétaires, ce qui n'avait jamais été le cas dans leur famille. Et ils ont pu s'acheter la petite maison dans le lotissement, ils ont pu s'acheter parce que le terrain était pas cher, ils n'ont pas choisi une commune, ils n'ont pas choisi un lieu, ils n'ont pas choisi un lieu qu'ils ont aimé, ils ont choisi des mètres carrés, un prix, un rond-point, 2 autoroutes pour aller travailler, un hypermarché, une école pour les enfants. C'est-à-dire, ils n'ont pas intégré la société. Et du coup, c'était ça qu'ils nous disaient, les Gilets jaunes. C'est, il n'y a pas de service, on s'occupe pas de moi. Oui, mais c'est parce qu'au fond, on les a installés, comme on aurait installé des animaux d'élevage, dans un territoire autour de métropole. On a construit 10 millions de lotissements, de maisons en lotissement, mais ces maisons ne sont nulle part. Elles ne sont pas structurées par rapport à la commune, sa grande rue, etc. C'est pas une extension de la commune. C'est une autre utilisation de l'espace bâti dans un réseau de ronds-points et de voies rapides autour notamment évidemment de l'Île-de-France, mais pas seulement, puisque Lyon est une ville comme ça, et y compris dans des autres villes plus petites comme les vôtres, comme Valence, comme Grenoble, où on retrouve, c'est très net pour Grenoble, le lien entre Grenoble, le plateau du Vercors, on voit bien comment tous ces processus se mettent en place. Donc si vous voulez, c'est ce dynamisme qu'il faut comprendre, et ces modes d'utilisation et de diffusion. Donc il ne faut pas être anti-métropole, ça n'a aucun sens. C'est comme les villes qui ont refusé le train en 19e, ben en général aujourd'hui elles sont toujours lamentablement effondrées. On a l'exemple d'Aix-en-Provence qui a mis un mal fou à se remettre, il y en a plein. Là, on est dans la même logique. Et donc, la question, c'est comment, dans les sociétés locales, en ce moment, il faut bien comprendre ce mouvement. C'est d'abord un phénomène de périurbanisation très large, ensuite un phénomène de double résidence qui va se généraliser, de gens qui, au fond, un pied-à-terre à Paris. Moi, je dis, on entre dans la société du deuxième bureau, plutôt que deuxième maison. En gros, on s'installe à la campagne et puis on va dans la métropole dont on dépend 1 fois par semaine, 2 fois. Il y a par exemple, on avait fait une étude en Normandie, il y a des milliers de gens de Caen et de Rouen qui sont sur ce modèle où ils viennent ou le lundi ou le jeudi, c'est toujours le même jour, ils sont structurés comme ça, ils travaillent les autres jours chez eux, donc on est là-dessus. Et puis il y a une émergence d'une culture du local, une émergence d'une culture de la proximité, une recherche de liens sociaux, une recherche de rapports avec les écoles. Et là, c'est là où vous êtes, c'est-à-dire que là, cette volonté de retrouver l'esprit des lieux et de s'y enraciner, il faut qu'on y mette le numérique. C'est-à-dire que c'est bien le projet des tiers-lieux, c'est bien le problème des lieux de coworking. Il y a 1700 lieux de coworking en France. Il faut en créer 10 000 dans les 2 ans. C'est-à-dire que là, effectivement, il faut se dire, au fond, les gens, ils ont envie d'avoir 2 lieux sociaux. Ils peuvent avoir une entreprise à laquelle ils sont rattachés dans une grande ville, mais ils peuvent avoir aussi un lieu de coworking qui est à côté d'un marché, qui est à côté d'une école. Et là, au fond, ce sont entre voisins. Et on y va travailler, on se dit, ah, tiens, t'es là, qu'est-ce que tu fais, t'es où, t'as quel boulot tu fais, etc. Et donc là, il y a un échange de proximité dans le territoire. Ça, c'est ce qui est en train de se passer. Mais ça va se passer. Il y a des dizaines de milliers de gens qui vont quitter les villes. Alors, effectivement, après, comment on les accueille? Comment est-ce que localement, les gens vont dire, maintenant, tu t'occupes de ces Parisiens qui viennent de s'installer, tu t'es pas occupé de mon gamin qui est au chômage. Donc, on va se trouver dans ces concurrences-là. Et comment on va construire l'idée que le fait d'accueillir de nouvelles forces, le fait qu'il y ait des revenus qui se déplacent, le fait qu'il y ait des retraités qui déménagent, n'oubliez pas que les retraités, c'est une ressource essentielle parce que le retraité, il amène du revenu certain. Disons, un couple de retraités, c'est presque un emploi. Donc, il ne faut pas que des retraités, mais je veux dire, il faut penser à la migration des retraités qui a les mêmes imaginaires que les autres. Et donc, du coup, si vous voulez, les territoires ruraux, il faut à la fois qu'ils se positionnent où je suis, à quelle distance réelle de la métropole en temps de transport? Il ne faut pas se raconter. Il y a des territoires qui ne sont pas dans les aires de métropole. Il y a des territoires qui ont une forte identité de développement. J'ai pris l'exemple de la Vendée, on pourrait prendre la vallée d'Aspe. Là, il y a une vraie culture locale, industrielle, parfois séculaire, depuis très très longtemps, qui donne une autonomie de développement. Il y a des territoires qui sont en deuil, qui sont prenez le Gazville,
des territoires de crise industrielle, où le bâtiment est médiocre, où les gens sont tristes parce que ce qui faisait leur fierté a disparu. Honnêtement, des territoires comme ça, il faut laisser la forêt pousser, et puis on verra dans 100 ou 200 ans. Donc, il faut bien se demander où on est, se demander les chances réelles qu'a le territoire. Il faut faire des diagnostics locaux. Et à ce moment-là, on va pouvoir profiter de la crise. C'est-à-dire que la pandémie va être une chance. Mais si elle effectivement, vous voyez, même le mot revenant, oui, le mot revenant, il faut faire attention, mais c'est quand même un peu négatif d'être un revenant, même si je sais qu'on emploie. Mais parce que c'est vrai qu'une partie des gens, en fait, ils reviennent. Souvent, quand on regarde sur des généalogies, notamment parce que en France, on a mis 3 millions de fermes après la guerre de 45, il en reste 500 000. 2,5 millions de ces fermes, c'est le cœur des résidences secondaires. Donc souvent, les résidences secondaires sont en fait des vieilles maisons de famille. Donc celui qui, 2-3 générations après, revient, en fait, ils étaient partis après la guerre de 40. Donc voilà, moi je vous dirais ça, c'est-à-dire, d'un côté, il y a un système de valeurs qui est en train d'être bouleversé, il y a un rapport entre l'économie et le politique qui est bousculé, il y a effectivement une attente de la nature, je dis la fin de Descartes pour aller très vite, il y a la rupture de la civilisation numérique, il y a le désir des gens d'avoir des liens, d'avoir des lieux de solidarité, d'avoir une vie conviviale de proximité qui, effectivement, est une réponse au fait qu'au fond, la vie où on courait tout le temps dans les grandes métropoles, le stress, le bruit. Vous savez, le principal souci dans les grandes villes des gens, c'est le bruit, parce que c'est insupportable. C'est tout, je dis, dans toutes les études, toujours. Alors là, on va mettre des arbres dans les villes, on va les végétaliser, etc. Mais au fond, la chance du territoire, il ne faut pas être anti-métropole. Il faut se dire comment j'utilise la force du phénomène métropolitain, comment j'utilise la force du phénomène numérique et comment je l'articule avec les cultures locales traditionnelles. Moi, je pense que tous les villages doivent avoir leur ferme pour nourrir les enfants. Il y a plein de communes qui ont fait ça. Ils ont une ferme pour nourrir les écoles ou le collège. Les enfants connaissent. Donc, on crée ces liens, on recrée des liens. Regardez ce qui se passe, par exemple, dans tout Besançon, c'est absolument génial. Comment ils ont inventé le comté. Le comté marche avec, évidemment, les agriculteurs, mais aussi avec les moulins, avec le blé. Et comment ils ont fait une économie du comté qui tient un territoire. Bon, je prends cet exemple parce que je le trouve passionnant. Donc, voilà, c'est tous ces mutations, ces bouleversements, je crois, dont il faut qu'on discute. Donc, du local et du numérique, de l'esprit des lieux et de l'hypertechnicité. C'est ces couples-là sur lesquels il faut qu'on avance. Vous voyez, moi, par exemple, je pense qu'il faut repenser la politique des HLM. Je pense que l'idée d'avoir un emploi, par exemple une infirmière, un enseignant, etc., d'avoir accès à un logement social à côté de son lieu de travail, ça devrait être une règle. Alors qu'actuellement, c'est d'abord le niveau de revenu qui compte. Et il faut penser le territoire dans les politiques sociales, notamment pour les gens qui sont effectivement dans ces emplois où il faut être là tous les jours et où donc la question du trajet est absolument essentielle. Et on voit bien que c'est pas vrai pour tout le monde. Après, si vous voulez, la question qu'on a, quand arrive un couple de gens aisés, qui effectivement télétravaillent, vont à Paris ou à New York une fois par semaine, évidemment, c'est un écart énorme avec certaines populations locales. Donc la question, c'est comment ça crée du lien, comment ils vont générer des revenus parce qu'ils feront réparer leur bagnole, parce qu'ils iront, ils seront les mêmes demandes de local, parce qu'ils mettront leurs gosses à l'école. Je veux dire, en France, on est dans une société où on voudrait supprimer les riches pour enrichir les pauvres. En fait, ça n'a jamais vraiment très bien marché. Le problème, c'est comment on crée des formes de solidarité. Vous voyez, par exemple, je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir sur le foncier. Parce qu'il y a plein d'endroits, moi j'habite dans le Luberon depuis que je suis petit, mais si vous voulez, où il est clair que la question il y a des gens qui ont des sous, qui peuvent investir dans des sociétés foncières. Il y a des gens qui ont des sous qui peuvent investir dans des tiers-lieux. Le tiers-lieu qu'on a créé en Bretagne, on s'est mis à 50. Il y a des gens du coin, il y a des petits patrons, il y a des enseignants, il y a des résidents secondaires, il y a des nouveaux habitants. À 50, on a acheté un hôtel sur la place de Pont-l'Abbé. Là, on est en train de le transformer. On aura des salles de réunion, un petit coin de manger, 15 chambres, de studio, un grand jardin. Bon. Mais la Bretagne, c'est... Donc, je veux dire, le problème, c'est qu'il faut que les gens aient le sentiment que ceux qui arrivent et qui ont de l'argent, cet argent, il va leur servir à vivre mieux. Et si on a l'impression qu'ils leur piquent leur place, évidemment, ça marche pas. Et donc, si vous voulez, c'est sur ces projets de commun qui peuvent être sur le foncier. On peut effectivement être copropriétaire des terres agricoles. C'est l'absurdité du modèle agricole français, c'est que les paysans passent leur vie à rembourser la terre qu'ils ont achetée. Je ne sais pas si vous avez vu le film qui était quelques années sur l'éleveur de poulets qui se suicide. En fait, il se suicide parce que son exploitation, elle est étouffée par le père, qui effectivement lui a vendu la terre une fortune et qui du coup le père s'est mis à vivre bien quand il travaille plus. Et donc même si le film le montre qu'à moitié, moi j'ai rediscuté avec le producteur, c'est ce qu'il voulait montrer. Bon. Donc si vous voulez, c'est là où il faut chercher effectivement des liens économiques entre les différents groupes,
et puis des liens d'apport de compétences, d'apport de savoir. Oui, les gens qui ont des réseaux, ils peuvent suivre des gamins qui n'en ont pas. On peut créer des zones zéro chômeur. Moi, j'en ai suivi plusieurs. Je trouve ça extrêmement intéressant comme expérience. On peut faire adoubler des jeunes du coin qui n'ont aucun. Vous savez, le gros problème des campagnes, je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Salomé Berliou, c'est qu'au fond, chacun regarde, je dirais, l'étape supérieure de l'escalier. Si vous êtes à la campagne, vous allez regarder la petite ville. Si vous êtes dans la petite ville, vous allez regarder la préfecture. Si vous êtes à la préfecture, vous allez rêver d'aller à Paris. Et si vous êtes à Paris, vous allez vous demander si vous allez à New York ou à Shanghai. Je schématise le modèle. Mais on le sent très fort chez les jeunes. Il faut dire aux jeunes, le plus modeste, le plus petit village, tu peux aller à Shanghai directement. C'est-à-dire que il faut se dire comment on lui ouvre les portes et comment, au fond, des gens qui ont des réseaux peuvent lui ouvrir des portes. Moi, je sais qu'évidemment, là où je suis installé, des jeunes, j'en connais beaucoup, mais il y en a à qui on donne des coups de main parce qu'effectivement, c'est facile. Au fond, pour certains, c'est plus facile parce qu'ils ont plus de réseaux. Vous savez, une des grandes propriétés des gens qui ont des sous, c'est d'avoir des réseaux sociaux qui vont avec, alors qu'une grande partie des gens les plus démunis n'ont pas de réseaux sociaux. C'est le même problème dans les quartiers, où bien souvent, la vraie exclusion des jeunes de l'immigration, c'est qu'ils n'ont pas de réseaux sociaux. Et il n'y a pas de territoire sans développement, il y a des territoires sans projet. Et si vous voulez, avec un projet, avec des porteurs de projets, avec des gens qui ont des désirs, avec des gens qui créent, qui bossent, on peut faire démarrer n'importe quel territoire. Bon. Mais avec une bonne connaissance du territoire, de ce qu'il a su faire avant. Les Italiens là-dessus sont excellents. Ils se disent toujours, qu'est-ce que depuis 300 ans, qu'est-ce qu'on faisait avant et qu'on ne sait plus faire? J'ai traîné, par exemple, Beretta est un excellent exemple. Le village de Beretta, c'est un village de Beretta, qui s'est remis à faire l'économie du pistolet parce qu'ils se sont rendus compte que c'est eux qui avaient inventé l'économie du pistolet. Donc, je prends cet exemple parce que, donc, il n'y a pas de lieu sans, il y a des lieux sans projet. Après, il y a des lieux qui sont écrasés par le deuil. Vous prenez certaines vallées industrielles, vous prenez certains endroits où dans les familles, on a connu le chômage, on a connu la tragédie de la fin du métier, du coup, le métier du père qui était très respectable n'est plus respecté, etc. Ça met longtemps à effacer les deuils. Voilà. Donc, je dis simplement, si vous voulez, il faut faire attention. Le cœur de la pauvreté est dans les villes. Le cœur de la pauvreté est dans les grandes métropoles. Donc, c'est là qu'est la pauvreté la plus importante. Il y a une pauvreté rurale, il y a une pauvreté campagnarde. Mais actuellement, ce sont l'argent créé dans les métropoles qui servent à faire vivre une grande partie des territoires non métropolitains, puisqu'ils produisent 61% du PIB, alors qu'ils ne sont que 40% des Français. Donc, on voit bien que la création de richesse, il ne faut pas se tromper de fil. Le fil, ce n'est pas les métropoles qui prennent l'argent des campagnes, c'est l'inverse. Après, dans le territoire, je dis simplement, il faut prioriser les lieux. On n'a pas les moyens de développer tout en même temps. Il faut prioriser là où il y a des projets, là où il y a des porteurs de projets. Et après, là où effectivement il y a du patrimoine local, là où il y a des bonnes connexions. C'est pas, vous savez, nous sommes la première forêt d'Europe. Elle progresse extrêmement vite et je pense que c'est un atout écologique absolument majeur. C'est rien de tragique. Vous prenez certains plateaux, j'étais enfant, c'était pas des forêts, c'est devenu des forêts. Vous montez au-dessus de Digne, il n'y a plus que de la forêt. C'est pas tragique. Après, on doit garantir un minimum républicain. On doit garantir l'école, on doit garantir un minimum de choses. Et les citoyens votent avec leurs pieds en déménageant. C'est leur droit le plus profond. Et donc, où ils arrivent avec leurs pieds en s'installant. Mais ce droit à la mobilité du citoyen, elle est absolument centrale. Et peut-être que dans 30 ans, il y a une autre équipe qui va arriver, il y a de nouvelles forces qui vont se faire. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Je ne dis pas qu'il faut condamner certains territoires. C'est pas moi qui décide, évidemment. Mais je dis simplement, il y a des endroits où le désir des hommes de vivre à un moment a été blessé. Et donc, pour l'instant, ils n'y viennent pas. C'est pas forcément absolument tragique. La deuxième chose, pour aller vite sur les frontières, si vous voulez, il faut qu'on remette des frontières. Et le problème, c'est où? Parce que l'aventure humaine aujourd'hui, l'humanité s'est réunifiée. C'est ça l'aventure du XXIe siècle. Quand il y a 1,5 milliard de touristes, en 68, il y avait 60 millions de touristes internationaux. 60 millions. L'année dernière, c'était 1,5 milliard. Avec cette pandémie, ça va un peu jouer. Je suis pour le tourisme international. Je suis pour que l'humanité fasse communauté. Mais je suis aussi pour qu'on n'aille pas 2 jours à New York en turbojet. Pour moi, je plaide, j'étais depuis longtemps pour qu'on n'y ait pas de vol au-dessus des lignes TGV, comme de plus de 3 heures, et qu'on ne puisse pas non plus vendre des voyages de moins d'une semaine. C'est-à-dire, si vous voulez, je comprends très bien qu'on aille à New York, à Shanghai, etc. Je trouve ça génial, mais on n'est pas obligé d'y aller 2 jours, 10 fois dans sa vie. On peut y aller 2 fois une semaine. C'est beaucoup plus écolo. Donc là, il y a des réflexions, mais il faut faire attention. Il ne faut pas se replier, il faut rester ouvert, il faut connaître la culture de l'autre. On est dans un monde de mélange et de télescopage, mais il doit y avoir des limites symboliques. Peut-être que l'Europe a monté de frontières. Je pense que l'Europe a beaucoup plus besoin de frontières. Quelque part, c'est ce qu'elle est en train de faire avec la façon dont elle a enfin pensé son unité économique. Et peut-être qu'elle se posera la question de sa puissance militaire. Et donc, si vous voulez, c'est là où il y en a besoin de limites, mais en même temps en sachant, de même que les gens ont besoin. Moi, j'adore les frontières. Vous voyez, chez vous, quand on va en Suisse, par exemple, il n'y a pas de poste frontière, mais d'un coup, on sait qu'on est en Suisse.
La route est plus pareille, les champs sont pas traités de la même manière, les barrières ont pas la même couleur. Pour moi, c'est ça une frontière, si vous voulez. C'est un rythme qui structure le territoire. C'est exactement comme la question du dimanche ou des fêtes. Si vous voulez, les fêtes structurent le temps, à peu près comme les frontières structurent les territoires. Et il est important qu'on le sache. De même qu'il y a le panneau qui dit j'entre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ben, c'est bien, je suis content de savoir que je change de région. Les communes ne le font pas, pour une raison que j'ignore. Il n'y a pas de panneau à l'entrée du territoire de la commune. Il y a un panneau à l'entrée de bâtiment. On me dit pas j'arrive à telle commune. Ça pourrait se réfléchir. Et en même temps, c'est pas pour faire des frontières guerrières, c'est justement pour qu'on partage des limites symboliques. Et puis je m'arrêterai sur une chose, je pense qu'en France, les frontières du politique sont complètement obsolètes et que c'est aussi un des vrais problèmes. Vous savez, les périurbains, ils ne savaient pas où ils habitent, ils sont à 1 heure de la ville. Les communautés de communes, c'est un objet abscon, sans doute utile en termes de gestion, j'ai été élu dedans, je le sais, mais en même temps qui ne font pas sens. D'ailleurs, moi j'ai été élu à la ville de Marseille et j'étais vice-président de la communauté urbaine. À la ville de Marseille, on me sollicitait tout le temps, alors que j'avais aucun moyen, mais comme vice-président de la communauté urbaine, personne n'a jamais venu me voir, alors que j'avais beaucoup de moyens. C'est-à-dire pour les gens, ça n'existe pas. Il faut qu'on recrée du politique, pour qu'on recrée du commun à des échelles qui font sens, et où on puisse y compris s'engueuler, on n'était pas d'accord, etc. Alors que là, on a vidé le politique de son sens par des logiques territoriales, c'est la même question que l'Europe. Donc je pense, si vous voulez, qu'il faut qu'on reconstruise non pas des frontières militaires, ça ne m'intéresse pas du tout, enfin autour de l'Europe, je pense que ça sera indispensable compte tenu du contexte planétaire, mais des frontières symboliques et surtout des champs politiques de communauté, qu'on puisse faire communauté par le débat politique. Vous savez, la République s'est construite grâce au débat politique.